Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 novembre 2025 et notre ami Larry C. Johnson est avec nous. Hey, c'est ta femme qui a choisi cette chemise. C'est elle qui l'a achetée? Ouais? Eh bien, elle a vraiment bon goût. Je vais l'engager comme conseillère en mode. Oui, merci. Au fait, tu brilles. Ouais, tu sais, c'est magnifique. Ce shirt a 20 ans. Ouais. Oh mon Dieu, ouais, comment ça s'est passé? Les couleurs sont tellement... Ouais, ici au Brésil, c'est vraiment populaire. Ah bon? Oui, la couleur, la combinaison, oui, tout. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Il se passe quelque chose. Oui, Escobain. La vie est ennuyeuse. Je prévois des vacances à Pokrovsk. Désolé. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Permettez-moi de commencer, Larry, par ce qui se passe à Gaza et le soi-disant cessez-le-feu de Trump. La réalité du Hamas est essentielle à comprendre, car le Hamas est le principal acteur du conflit. Si les États-Unis décident d'agir à Gaza, avec les Palestiniens, ils doivent communiquer avec le Hamas. Voici ce que nous avons appris de l'historien israélien Avi Shlaim. Il parle de la position du Hamas. Une autre chose. En Occident, seul le récit israélien de cette journée est rapporté, qu'Israël a été attaqué et avait le droit de résister, de se défendre. Le récit du Hamas n'est jamais relayé, même si le Hamas a publié un document présentant sa version des événements du 7 octobre. Personne n'en parle, et c'est un document très important. Il indique que des instructions strictes ont été données aux combattants du Hamas pour n'attaquer que des cibles militaires et non des civils. Nous savons que la situation a dégénéré et que des atrocités ont été commises. Nous sommes disposés à ce que la Cour pénale internationale ou tout autre organisme indépendant vienne enquêter sur ce qui s'est passé et nous punirons nos propres gens qui ont désobéi aux ordres. Maintenant, comparez cette position du Hamas avec celle d'Israël, qui refuse de laisser entrer des journalistes internationaux à Gaza. Ainsi, les médias ne peuvent pas vérifier par eux-mêmes ce qui se passe, ce que fait Israël. Et Israël refuse toute enquête internationale indépendante sur ses actions. Vous avez donc ici le Hamas prêt à accepter une enquête impartiale sur ce qui s'est passé ce jour-là, et Israël qui refuse complètement l'accès aux médias, interdisant aux journalistes d'entrer à Gaza. Larry, si Donald Trump est sérieux, il a dit qu'il avait eu une interview avec 60 minutes hier. La vidéo est sortie et nous l'avons regardée. Et il affirme qu'il ne croit pas que le cessez-le-feu soit fragile, qu'il fonctionne. Mais s'il est sérieux à ce sujet, il doit comprendre. Il doit en arriver au point où le Hamas veut vraiment négocier, communiquer et le faire sérieusement. Mais il ne semble pas que Donald Trump soit prêt pour cela. Est-ce qu'on parle du même type qui a réglé la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie? C'est bien de lui qu'on parle. Eh, tu sais, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. Tu sais, il a réglé quoi, 8 guerres, 10 guerres, 20 guerres, et il mérite vraiment le prix Nobel de la paix, malgré le fait d'avoir rebaptisé le département de la défense en département de la guerre. Oui, non, il ne sait pas. Tu sais, ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'un colonel à la retraite des forces d'opération spéciales de l'armée américaine a dit qu'il y a une différence entre les forces spéciales, les bérets verts, et les forces d'opération spéciales. Il s'occupe de ces unités qui sont top secrètes, ou du moins elles l'étaient.
Et il m'a fait remarquer quelque chose, à quoi je n'avais jamais vraiment réfléchi. Mais cela remet les choses en perspective. Il appelle Gaza Portland, Oregon. Pourquoi l'appelle-t-il Portland, Oregon? Parce que la superficie de Portland est un peu plus grande que celle de Gaza. D'accord, réfléchissez à cela. Nous parlons d'une seule ville des États-Unis, même pas l'une des plus grandes, et elle est pourtant plus vaste que Gaza. Voici Israël qui aurait mobilisé, et il l'a également souligné, 300 000 soldats pour tenter de prendre Portland, Oregon, et ils ont échoué. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est brutaliser la population, tuer des femmes et des enfants, et approfondir les divisions politiques en Israël entre les Mizrahim et les Ashkénazes. Et dans tout cela, Trump s'engage, disons, dans une opération de communication, ainsi qu'une occasion de promouvoir les affaires immobilières de Jared Kushner, l'intégrer en quelque sorte comme une extension de la famille Trump. C'est vraiment honteux, car ils essaient de faire croire que le cessez-le-feu tient toujours. Mais Israël ne prend aucune mesure pour réellement permettre aux Palestiniens de disposer d'eux-mêmes ou de devenir une nation indépendante. Ils ne le permettront pas. Ils vont les détruire et trouver un moyen d'y parvenir. En regardant le cessez-le-feu, quelle est la prochaine étape? Quelle sera la prochaine action des États-Unis? Se contenter d'imposer un cessez-le-feu ne semble pas être une solution au conflit au Moyen-Orient. À mon avis, ce serait extrêmement dangereux, car les Israéliens imposent des restrictions au Hamas, à Gaza et aux Palestiniens. Mais d'un autre côté, Israël les attaque à sa guise. Chaque fois qu'il veut attaquer, il attaque. Eh bien, ils suivent le modus operandi israélien. Tu sais, leur procédure opérationnelle standard. Alastair Crooke a fait remarquer, je crois plus tôt aujourd'hui dans sa discussion avec le juge Napolitano, qu'ils ont fait la même chose au Liban. Il est censé y avoir un cessez-le-feu, mais ils sortent et tuent qui ils veulent, quand ils veulent, en recourant à la violence. On peut voir que Trump en tire une sorte d'adrénaline. Il fait la même chose au large du Venezuela. Et je les tue parce que je pense que ce sont des méchants. Pas besoin de preuves, pas besoin d'éléments, pas besoin de procédure judiciaire. Certainement pas, mec. Le vieux dicton, la force prime le droit. Il a les moyens et les ressources pour le faire, et il va le faire, bon sang, sans se soucier des conséquences. Alors, ils le font au Liban, et ils font la même chose à Gaza, et la même chose en Cisjordanie. Ces sionistes déchaînés viennent d'attaquer et de détruire un village chrétien. Comprenez bien, pas musulman, un village chrétien. C'est parce qu'il s'agit d'une organisation ethno-suprémaciste, ces sionistes. Franchement, ils sont pires que les nazis. Ils appartiennent à la même catégorie, avec cette idéologie exacerbée de pureté raciale dans leur esprit. Et quiconque ne correspond pas à cette catégorie, alors que pour les nazis, ils persécutaient les juifs et les désignaient, ainsi que les homosexuels et les tziganes, voilà maintenant les sionistes qui font la même chose aux chrétiens et aux musulmans, et qui le justifient au nom d'un Dieu mythique qu'ils ont inventé. Larry C. Johnson. Larry, J.D. Vance, Vance s'exprimait lors de la conférence de TEPUSA, où on lui a posé des questions sur le soutien des États-Unis à Israël et sur la manière dont Israël diffère des États-Unis. En gros, la question était, pourquoi les États-Unis doivent-ils aider Israël si c'est le cas? À mon avis, il a vraiment essayé d'être politiquement correct, de donner une réponse qui ne froisse ni la gauche ni la droite, quelque chose d'équilibré. Mais au final, il s'est fait attaquer par les deux camps. Un groupe, les démocrates, qui ne l'aiment pas, s'en est pris à lui. Il faisait beaucoup de bruit à propos du fait qu'il serrait dans ses bras la femme de Charlie Kirk, disant qu'il allait divorcer et tout ça.
lot of noise in that direction that he's gonna, divorce and he's gonna. These are these sort of ridiculous, Ce sont le genre de discussions ridicules, vous savez. Mais ce qui a été si étonnant ensuite, ce sont les attaques des sionistes aux États-Unis. Ils disaient qu'il allait dans la même direction que Tucker Carlson, et ils attaquaient les deux. L'un d'eux a dit, c'est pour ça que le fils de Tucker Carlson travaille pour J.D. Vance, parce qu'ils partagent le même état d'esprit. Ils ne se soucient pas d'Israël. À votre avis, quel est ce mouvement qui se produit même au sein de l'administration Trump? Ces gens, J.D. Vance essaie d'être politiquement correct, mais on peut voir les signes qu'il n'est pas totalement d'accord avec ce qui se passe en Israël. Eh bien, écoutez, ce n'est pas nouveau. Je ne pense pas. Si vous enfermez un chien affamé dans un poulailler et que le chien mange la poule et que vous êtes surpris, vous êtes idiot. D'accord? Parce que c'est ce que font les chiens. C'est sioniste et je pense qu'il est vraiment important de faire la distinction entre le judaïsme et le sionisme. Je sais qu'il y en a certains, comme Nick Fuentes, qui ont tendance à confondre les deux et je pense qu'ils se trompent à ce sujet. Mais tout le concept sioniste est une sorte d'espèce particulière, et à cause de cela, il se croit moralement supérieur à tout le monde. Et en gros, il faut se prosterner, baiser l'anneau, pour introduire un peu d'imagerie catholique dans la métaphore. Mais c'est un groupe qui ne fait pas de quartier. On le voit encore aujourd'hui. Ils arrêtent une générale israélienne parce qu'elle a contribué à révéler que ces soldats sionistes violaient des prisonniers palestiniens. Et au lieu que la nation israélienne se soulève d'horreur en disant « Mon Dieu, ce n'est pas nous, nous ne cautionnons pas le viol de prisonniers », eh bien non. La majorité de ces sionistes l'embrassent et le célèbrent, l'accusant en gros d'être une traîtresse. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Accusing her of being a traitor. What's wrong with you? So it's there's what we're witnessing, I think, with all of this is. Ce que nous voyons, je pense, avec tout cela, c'est que les sionistes vont continuer à dépasser les limites. Je veux dire, ils parlent déjà d'éliminer des personnes comme Tucker Carlson et Candace Owens, par exemple. Ce sont donc un groupe de personnes cruelles, et je dirais sans foi, qui se déguisent et prétendent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font parce qu'ils auraient une relation spéciale avec un être magique dans le ciel. Oui, je n'y crois pas. Vous savez, si croire en Dieu signifie croire en un Dieu qui a créé tous les êtres humains, et pas seulement ce groupe comme étant spécial, alors le fait de ne même pas pouvoir en parler et de les remettre en question à ce sujet est désormais considéré comme un blasphème contre les Juifs, comme de l'antisémitisme. Non, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Cela a à voir avec le rejet de la science et de l'histoire. Tu sais, la raison pour laquelle je ne comprends pas, c'est parce qu'ils sont tous des fils d'Abraham. Tu sais, on choisit ce qu'on veut. On ignore, oh, cette histoire d'Ismaël. Oh non, oublie-le, c'était un mauvais fils. Enfin, regarde, ça remonte au tout début, dans le premier livre de la Torah, de la Bible, de l'Ancien Testament. Tout le symbolisme de Caïn et Abel. Tu vois, et ça, je pense, ça te met un peu sur la voie. Qui Dieu a-t-il favorisé? Eh bien, c'était Abel, parce que l'un était un agriculteur qui cultivait des fruits et des légumes et les offrait en sacrifice. Mais Caïn, pour remonter un peu, Caïn, lui, était celui qui abattait des animaux, un tueur, et c'est lui que Dieu a favorisé. Ça devrait déjà te dire quelque chose sur la nature malade et tordue de la fondation de cette religion. On favorise celui qui tue et non celui qui fait pousser, qui produit. Tu vois, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça. Les gens ne disent pas, Johnson, tu inventes ça. Non. Allez lire.
Et vous savez, ensuite, on entend toutes ces excuses religieuses essayant d'expliquer, eh bien, voyons, vous savez. C'est là que la manipulation politique a commencé. On le voit chez les politiciens, vous savez, ils se font prendre en train d'avoir des relations sexuelles avec un stagiaire, et ils expliquent, oh, nous faisions simplement du mentorat avec le jeune homme, la jeune femme. Donc, vous savez, dès le début de l'histoire, et je sais que je vais irriter beaucoup de chrétiens aussi, mais je dirais, les amis, prenez du recul et reconnaissez que si vous créez cette divinité, et que dans cette divinité, au lieu de promouvoir la vie, on célèbre la mort et le sacrifice de sang, cela devrait vous en dire long sur les fondements de cette religion. Parce que nous le voyons maintenant se manifester dans le meurtre de ces femmes, de ces enfants, des personnes âgées, simplement des civils qui ne participent à aucune activité militaire. Voici ce qu'on a demandé à Hillary Clinton, Larry. Qu'est-ce qui s'est passé avec le soutien des citoyens américains envers Israël? Que s'est-il passé? Il bénéficiait d'un fort soutien avant le 7 octobre. Et après le 7 octobre, ce soutien n'a cessé de diminuer avec le temps. On lui a demandé « Quel est le problème ?» Et voici ce qu'elle a répondu. Une génération de démocrates ne ressent pas cet attachement, cette empathie ou cette compréhension instinctive envers Israël que vous avez exprimée dans les jours qui ont suivi le 7 octobre. Est-ce ainsi que vous le percevez? Jonathan, je ne le vois pas comme ça. Je le vois un peu différemment, car je pense qu'il s'agit davantage d'un problème générationnel que politique. Les jeunes, y compris les jeunes Américains juifs, ne le perçoivent pas de cette manière. Nous avons fait un travail lamentable pour leur enseigner l'histoire. J'ai eu tellement de conversations, et franchement, elles commençaient souvent comme des confrontations, avec des étudiants, non seulement à Columbia, mais aussi ailleurs. D'où tiraient-ils leurs informations? Ils les obtenaient des réseaux sociaux, en particulier de TikTok, dont l'algorithme est, du moins jusqu'à présent, encore largement manipulé par le Parti communiste chinois. Donc lorsque vous parliez avec des jeunes, ce qu'ils voyaient, et parce qu'une grande partie des informations qu'ils reçoivent, souvenez-vous, plus de 50% des Américains, et une proportion encore plus élevée parmi les jeunes, obtiennent leurs nouvelles via les réseaux sociaux. Vous savez, toutes ces personnes qui scandent du fleuve à la mer, quand vous leur demandez « quel fleuve, quelle mer ?», elles n'en ont aucune idée. Je veux dire, c'est un problème sérieux qui va bien au-delà de la terrible, à mon avis, mauvaise interprétation et de l'injustice que nous avons constatée après le 7 octobre. Oui. She's despicable. I mean, she's just despicable. Elle est méprisable. Je veux dire, elle est tout simplement méprisable. Oui, ces jeunes sur TikTok, mon Dieu, ils regardaient des bombes tomber sur des civils, la destruction d'hôpitaux. Ne faites pas attention à l'homme derrière le rideau, le grand et puissant Oz. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Hillary Clinton a beaucoup de donateurs sionistes. Elle ne veut pas, tu sais, fâcher la base financière, mec. Il faut que l'argent continue de couler. Alors tu sais, il faut donner du crédit aux jeunes. Oui, l'histoire, ils ne la comprennent pas. Essayons vraiment de la comprendre en remontant jusqu'à la Nakba. Comprenons que 2 des premiers ministres d'Israël étaient de véritables terroristes. Yitzhak Shamir en était un, Menachem Begin un autre. L'Irgun, le gang Stern, c'étaient des organisations terroristes, selon la définition du terrorisme. Utiliser la violence contre des civils à des fins politiques. Et oui, nous les avons acceptés. Donc tu vois, elle est le symptôme de la maladie qui infecte l'Occident. Ils ne savent pas comment gérer ça, Larry. Ils ne savent pas comment l'affronter, comment raisonner, à mon avis. C'est pour ça qu'ils parlent d'histoire. S'ils se tournent vers l'histoire, comme tu l'as mentionné, ils n'auront rien à dire pour convaincre ces jeunes. Et ils se contentent de rejeter la faute sur TikTok.
C'est tellement facile de prendre cette direction. So cheap to go in that direction. Yeah. I'm surprised she didn't blame it on the Chinese. Oui, je suis surpris que tu n'aies pas encore accusé les Chinois. Tu sais, c'est un complot chinois. Oui, ils font semblant qu'Israël largue des bombes sur des innocents. Tu ne sais pas que chaque Palestinien dans cette région, à Gaza, selon Ben Gvir et Bezalel Smotrich, est un terroriste? Tu ne le sais pas? Donc, puisqu'ils sont des terroristes, parce que nous le disons, nous pouvons les tuer. Même s'ils marchent simplement dans la rue, sans armes à la main, nous pouvons les tuer parce qu'ils sont des terroristes. Et beaucoup d'Américains acceptent cela, comme on l'a vu avec ce qui se passe au Venezuela. Je fais le parallèle avec le Venezuela. Nous faisons exploser, tu sais, des trafiquants de drogue dans des bateaux, alors même que nous n'avons aucune preuve qu'il s'agisse réellement de trafiquants de drogue. Et ils ne nous tirent pas dessus. Ils ne font rien. Ils ne représentent pas une menace directe. Mais parce que nous disons qu'ils sont mauvais, nous pouvons les tuer. Je veux dire, tout cela a vraiment commencé sérieusement sous George W. Bush, puis a été adopté par Barack Obama, poursuivi sous Donald Trump lors de sa première administration et ensuite par Joe Biden. Donc ce n'est pas une affaire de républicains ou de démocrates, mec. C'est bipartisan. Cela révèle une maladie spirituelle plus profonde qui ronge les États-Unis. Et ces personnes qui manifestent aux États-Unis, ce sont pour la plupart des gens instruits, vous savez, les plus instruits. Oui, et beaucoup d'entre eux, en particulier à l'Université Columbia, au début des manifestations, ce sont des étudiants juifs. Oui, et ils disent « tu es antisémite ». Attends. D'accord, reprenons un instant ces définitions. Eh bien, tu détestes les juifs. Je suis juif. Tu vois? Oui. Je veux dire, si tu essaies d'appliquer la logique et la pensée rationnelle à tout ça, ça te retourne complètement le cerveau. Ils essaient de dire que, puisque Israël est le seul État juif, nous devons le soutenir. Mais si tu veux les soutenir, tu dois comprendre que ce qu'ils font ne te profite pas à long terme. C'est ça, l'essentiel. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils continuent à jouer en faveur de Netanyahou et de sa rhétorique. Eh bien, il fut un temps où Israël était très doué pour l'aspect relations publiques. Par exemple, s'il y avait un tremblement de terre ou une catastrophe due à un ouragan, en particulier dans un pays musulman, ils envoyaient des équipes de secours israéliennes pour apporter aide et assistance. Et cela leur valait beaucoup de bonne volonté. Mais tout ce groupe mizrahi d'extrémistes, de sionistes radicaux, eux, ils se moquent des relations publiques. Tu sais, ils ont fait tomber le masque. Nous n'allons pas faire semblant d'être des êtres humains décents. Par Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Nous y avons droit. C'est à nous. Parce que nous avons ce livre qui dit que c'est à nous. Bien sûr, c'est nous qui avons écrit le livre. Donc tu vois, quand tu écris le livre et que tu te fais le héros, le centre de l'histoire, et que tout se termine bien pour toi, eh bien, quelle surprise. C'est toi qui as écrit le livre. Larry, voici ce que Amos Hochstein, l'ancien envoyé spécial des États-Unis, a dit à propos de la situation avec le Hezbollah. Il pense qu'il existe une certaine possibilité que le gouvernement libanais puisse désarmer le Hezbollah. Voici ce qu'il a déclaré. Force, traditionnellement. L'une est sa puissance militaire et la seconde est sa force politique dans le pays. Ils sont politiquement au point le plus faible qu'ils aient connu. Peut-être pas aussi faible qu'il y a 6 mois, mais encore faible. Le pays ne veut pas d'eux. Militairement, je le définirais ainsi. Ils sont trop faibles pour combattre Israël, mais assez forts pour combattre le Liban. Je suis donc d'accord avec l'idée de désarmer progressivement le Hezbollah. Le gouvernement libanais a en fait voté pour désarmer le Hezbollah. C'est incroyable. C'est un grand moment.
Maintenant, il faut le mettre en œuvre. That's a great moment. Now we have to implement it. It's Est-ce qu'il s'imagine une sorte de fantasme selon lequel le Hezbollah serait une minorité au Liban? Qu'en penses-tu? what's your take on that? Are you suggesting that facts matter? Tu es en train de dire que les faits comptent. Enfin, voyons. Tout le rôle du fantasme pour ces gens-là, c'est, tu sais, d'imaginer ce qu'ils veulent voir, et ensuite de ne se concentrer que là-dessus. Tu vois, le Père Noël, le lapin de Pâques, la petite souris, et le Hezbollah serait faible et militairement hors jeu. Franchement, c'est n'importe quoi. Tout cela concerne encore les États-Unis, qui essayent de recréer un pays imaginaire en, tu sais, Asie occidentale, au Moyen-Orient, peu importe le terme que tu veux utiliser. Et nous nous mêlons et nous embrouillons au Liban, bon sang, depuis bien 40 ou 50 ans. Et tu sais, avec le Hezbollah, si tu poses un mauvais diagnostic, si tu fais des suppositions déconnectées de la réalité, alors tu ne pourras pas résoudre le problème, parce que tu ne l'as même pas correctement diagnostiqué. Because you haven't even properly diagnosed it. Hochstein's not properly diagnosing it. He doesn't recognize. Hochstein ne pose pas le bon diagnostic. Il ne reconnaît pas que le Hezbollah bénéficie du soutien majoritaire au Liban. Oui, et tu sais, au fil des années, il y a eu cette division, les chrétiens libanais, puis le Hezbollah, et ensuite, tu sais, les Druzes. Donc oui, c'est un mélange ethnique complexe, tu vois, un modèle de base. Mais ce qu'on a vu, j'ai justement appris aujourd'hui que le Hezbollah a réactivé les anciennes routes de contrebande syriennes, des voies qui remontent à des milliers d'années, et ils se réarment et se reconstruisent. En fait, j'avais prédit cela il y a un an, que c'est ce qui allait se passer. Parce que, entre parenthèses, maintenant ils n'ont plus le soutien iranien. Eh bien, ils sont fichus. Oh, now they no longer have Iranian support. Boy, they're screwed. No, they're not. And they actually, Non, ce n'est pas le cas. Et en réalité, eh bien, tandis que l'Occident aime les présenter comme une bande de types avec des chiffons enroulés autour de la tête, des fanatiques aux yeux fous, la réalité, c'est qu'ils ont un niveau de professionnalisme que, franchement, Israël n'a pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont pu, malgré le fait d'être, si l'on peut dire, en infériorité numérique et militaire, survivre et continuer à survivre. Et vous savez, des gens comme Hochstein, ce sont eux qui ont le privilège de s'asseoir dans les espaces de décision de Washington, D.C. et de continuer à aggraver le problème au lieu de l'améliorer. Larry, I don't know if you saw the clip that Larry, je ne sais pas si tu as vu l'extrait où Lavrov a été interrogé sur la coopération entre l'Iran et la Russie. On lui a demandé si la Russie fournissait des S-400 à l'Iran, et il a répondu qu'il n'y avait aucune restriction en ce sens. Voici ce qu'il a dit. Journaliste indépendant. 2 questions. La première sur l'Iran et la Palestine, et la seconde sur l'Iran. On Iran. Did Russia supply S-400 to Iran and what? La Russie a-t-elle fourni le S-400 à l'Iran? Et qu'en est-il de l'accord concernant les avions Sukhoi? Sont-ils déjà arrivés en Iran? En ce qui concerne la coopération militaire et technique avec l'Iran, nous n'avons désormais plus de limites depuis la levée des restrictions et nous sommes actuellement engagés dans la fourniture du matériel nécessaire. Equipment that is required. Yeah. In other words, the answer is yes. Oui, en d'autres termes, la réponse est oui. Oui. Vous savez, nous en avons déjà parlé. Ce que nous avons vu à la suite de la guerre de 12 jours, c'est que l'Iran a retrouvé ses esprits. Et au lieu d'essayer de garder à distance à la fois la Russie et la Chine, les a pleinement embrassés, en disant « D'accord, oui, nous allons travailler avec vous et coopérer avec vous ». Et vous savez, la Russie et la Chine ont toutes deux réagi de la même manière lorsque les soi-disant sanctions de rétablissement ont été réintroduites par les pays occidentaux. La Russie et la Chine n'ont pas perdu de temps pour dire « Nous ne reconnaissons pas vos sanctions ».
Ce ne sont que vous, Européens et Américains, qui essayez d'intimider l'Iran. Et nous n'allons pas tolérer cela. Nous allons faire des affaires avec l'Iran. En réalité, je dirais que les conditions économiques en Iran vont probablement commencer à s'améliorer, car de plus en plus de pays vont dire « Vous savez, ces sanctions, nous n'allons plus les reconnaître ni nous y conformer. » Et il en va de même sur le plan militaire. Avec à la fois l'arrivée d'équipements et des consultations constantes et régulières entre les officiers militaires, les gardiens de la révolution iranienne, l'armée iranienne au sens large, ainsi que les Russes et les Chinois. Hier, le dirigeant iranien a déclaré que certaines personnes lui avaient demandé s'il existait une possibilité pour les États-Unis et l'Iran de se parler. D'accord, parlons-nous. Attends une seconde. Parlons-nous de Pezeshkian ou de Khamenei. Non, j'espère qu'il se met me dira. D'accord, c'est pour ça que j'essayais de clarifier. Oui, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, oui. Il a dit « Comment peut-on communiquer avec quelqu'un qui pense qu'il faut se soumettre avant de parler, qu'il faut obéir à ce qu'il demande? Ce n'est pas ainsi qu'on communique avec quelqu'un. » Et pensez-vous, il semble que Donald Trump et son administration essaient en coulisses de communiquer avec les Iraniens. Il existe certaines lignes de communication, mais est-ce que cela ressemble d'une certaine manière au premier cycle de négociations avec eux, lorsque les négociations avaient lieu et qu'Israël se préparait à attaquer l'Iran? Quelle est la situation en ce moment? Comment la voyez-vous? Donald Trump se sent-il simplement à l'aise avec la situation actuelle, avec les conditions actuelles entre les deux parties? Ou essaie-t-il de faire quelque chose? Comme il l'a mentionné, il considère comme un artisan de la paix. Il veut communiquer avec d'autres pays. Comment voyez-vous la situation? Eh bien, examinons d'abord la situation du point de vue de l'Iran. Pourquoi traiter avec les États-Unis? Pourquoi leur faire confiance? Pourquoi leur parler? Je pense que ce navire a déjà quitté le port. C'est pourquoi l'Iran traite désormais avec la Russie et la Chine de manière très ouverte et je dirais agressive. Vous savez, la politique étrangère de l'administration Trump à l'égard de l'Iran est principalement guidée par cette orientation pro-sioniste, notamment avec des figures comme Rubio. Leur objectif est de détruire l'Iran s'ils le peuvent. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'un article publié cette semaine en Israël, je ne me souviens plus s'il s'agissait de la chaîne 13 ou de la chaîne 14, a révélé que la riposte iranienne après la tentative de décapitation de la direction iranienne le 13 juin avait choqué et surpris les responsables israéliens de la défense et du renseignement. Au 4e, 5e jour, il disait « Il faut qu'on arrête ça. On est en train de subir de lourdes pertes. » J'ai écrit à cette époque que l'Iran se montrait en réalité bien plus efficace que ce que quiconque en Occident voulait admettre. Et c'était vrai. L'Iran a démontré qu'il pouvait lancer une attaque massive de missiles et de drones contre Israël, qu'Israël était tout simplement incapable d'arrêter. Cette réalité est bien présente. Aujourd'hui, l'Iran passe des fusées à carburant liquide aux fusées à propergol solide, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus facile de préparer ces roquettes ou missiles au lancement. Ils ont également développé des systèmes de défense aérienne plus robustes. C'est pourquoi je pense qu'il devient de plus en plus improbable qu'Israël attaque à nouveau l'Iran. Tout simplement parce que l'Iran dispose désormais d'un avantage militaire trop important en matière de technologie des missiles. Vous savez, la seule chose qui pourrait donner à Israël un avantage temporaire, ce serait l'utilisation d'une arme nucléaire. Mais s'ils font cela, le monde change, parce que d'autres pays, surtout arabes et musulmans, diront
attendez une seconde. Est-ce que nous serons les prochains? Et vous savez, le Pakistan en particulier possède des armes nucléaires. C'est donc en quelque sorte la carte suicide d'Israël. Ce que nous voyons ici, c'est que l'Iran ne va pas céder à la pression américaine pour négocier. Ou, s'ils reprennent les discussions avec les États-Unis, ces derniers devront faire un certain nombre de concessions que je pense l'administration Trump n'est pas disposée à faire. That I don't think the Trump administration is willing to make. Larry, ce que nous avons appris de la première attaque contre l'Iran, c'est qu'elle portait principalement sur les avions de chasse. Qu'ont-ils utilisé d'autres lors de cette attaque? Ils avaient déjà mené des opérations terroristes auparavant, sabotant certaines parties du système de défense iranien. Mais au fur et à mesure que la guerre avançait, ils se sont surtout appuyés sur leurs avions de chasse. Eh bien, en réalité, les avions de chasse ne survolaient pas l'Iran et n'y entraient pas. Ils lançaient des armes à distance, des bombes planantes, des missiles guidés, vous savez, comme des missiles de croisière. Ils ont donc utilisé ces armes à distance pour frapper des cibles. Mais ils ne survolaient pas directement l'Iran. Les appareils israéliens ne faisaient pas cela de manière régulière. Ils restaient tout de même préoccupés par le système de défense aérienne iranien. Et maintenant, l'Iran a modernisé ce système, qui est non seulement capable d'abattre des avions, mais aussi des missiles de croisière. Il semble que l'Iran ait actuellement la capacité, vous savez, d'utiliser des avions de chasse en dehors de son espace aérien. Il pourrait aller, vous savez, jusqu'aux frontières de l'Iran, plus près de l'Irak, ou se diriger dans cette direction. Cela pourrait les aider, je suppose. Je ne sais pas quelle serait la stratégie de leur part. Non, je ne les vois pas vouloir entreprendre ce genre d'action provocatrice du tout. Parce que s'ils le faisaient, ils ne feraient que renforcer le récit occidental, selon lequel ils seraient une bande de musulmans radicaux et fanatiques déterminés à détruire l'Occident. Encore une fois, ce n'est pas l'Iran qui a attaqué l'Irak en 1980, c'est l'Irak, et il l'a fait avec l'encouragement des États-Unis. Et ce sont les États-Unis qui ont fourni à l'Irak les armes chimiques utilisées contre les forces iraniennes. Donc, vous savez, l'Iran a surtout agi dans une logique d'autodéfense. Oui, ils apportent un soutien financier et militaire au Hezbollah et au Hamas. Ils ont fait cela par le passé pour promouvoir la libération de ces populations. Mais, vous savez, ils n'ont pas une politique agressive, si l'on peut dire, impérialiste. En tout cas, l'histoire remonte à 1969. Alors de quoi parle-t-on? 45 ans. Depuis 45 ans, l'Iran fait face à un certain nombre de menaces extérieures visant à l'attaquer. En plus des Irakiens, il y a eu la subversion de la CIA et du MI6 britannique au Baloutchistan, dans le sud-ouest de l'Iran. Il y a également eu des tentatives venues d'Azerbaïdjan et d'Arménie pour déstabiliser le pays. Vous avez le soutien des États-Unis pour les Moudjahidines du peuple, et il y a eu de nombreux attentats terroristes menés à l'intérieur de l'Iran, antérieurs à ce qui s'est passé l'année dernière, ou cette année, le 13 juin. Il y a eu des attaques précédentes contre des scientifiques nucléaires, assassinés dans les rues. Donc, vous savez, je pense en fait, en ce moment, c'est une période plutôt positive pour l'Iran, compte tenu de la stabilisation de ses relations avec la Russie et la Chine, et de son travail dans le cadre des BRICS. Et les BRICS vont, je pense, représenter pour eux une voie de sortie, un moyen d'échapper à la situation actuelle. Larry, le Royaume-Uni a fourni à l'Ukraine un lot supplémentaire de missiles Storm Shadow, comme l'a rapporté Bloomberg. Aux États-Unis, le Pentagone affirme avoir informé le président
qu'ils pouvaient envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine et que cela n'affecterait pas négativement le stock américain. Donc, pour l'instant, tout dépend de Donald Trump et de sa décision de les envoyer en Ukraine. Penses-tu que la guerre en Ukraine va se poursuivre encore 2 ou 3 ans? Oh no, no, absolutely not. Oh non, non, absolument pas. L'Occident n'a pas la capacité de soutenir cela. Et vous savez, la trajectoire de l'Ukraine va dans la mauvaise direction. Je crois avoir mentionné lors de notre dernière conversation que, pendant que j'étais à Moscou, j'ai accordé une interview à Azarov, l'ancien Premier ministre de l'Ukraine de 2010 à 2014. Au cours de notre échange, il a dit « Écoutez, lorsque j'ai pris mes fonctions en 2010, il y avait 57 millions d'Ukrainiens. Aujourd'hui, il y en a 20 millions. Cela fait 37 millions d'Ukrainiens qui ont disparu. La plupart, environ 98%, sont partis à l'étranger. Il y a probablement eu bien plus d'1 million de morts, peut-être jusqu'à 1,5 million. Et vous avez raison. En ce moment, nous voyons le nombre de soldats qui désertent, qui s'en vont. Ils partent sur le terrain et abandonnent leur poste. C'est à des niveaux sans précédent. Ça explose. Et puis, sur le plan militaire, voici ce qui se passe. En 2022, la Russie a réussi à capturer une grande ville, Mariupol. En 2023, elle a pris Bakhmut. En 2024, elle a pris Avdiivka. En ce moment, elle avance sur toute une liste de villes. Mirnograd, Kupiansk, Kramatorsk. Elle progresse d'une manière à laquelle l'Ukraine n'a tout simplement pas de réponse. Donc non, cette guerre ne va pas continuer. Mais si les États-Unis, c'est une chose que le Pentagone dise « Oh oui, oui, non, nous en avons assez, nous pouvons envoyer quelques Tomahawk. » Très bien, mais qui va les tirer? Je veux dire, toutes les sources publiques ont indiqué que cela nécessiterait des soldats américains sur le terrain avec ces lanceurs dont on n'est même pas sûr qu'ils existent pour mener ces attaques. L'une des choses que j'ai entendues en Russie, de plusieurs sources, pas d'une seule personne, c'est la grande inquiétude que l'introduction du Tomahawk change la donne pour la Russie. Parce qu'à ce jour, la Russie a limité sa réponse à des choses comme le Storm Shadow ou l'attaque contre le HIMARS. Le Tomahawk change la donne parce qu'il peut transporter une arme nucléaire. Tomahawk's a game changer because they can carry a nuclear weapon. And no Russian military planner in their right mind wants to be there and assume. Et aucun stratège militaire russe sain d'esprit ne veut se retrouver là-bas en se disant « Oh oui, ces Américains, ils n'utiliseraient pas une arme nucléaire. Oh non, ils croient réellement que nous pourrions utiliser une arme nucléaire tactique. Donc si elles sont un jour déployées, et si l'une d'elles est utilisée et frappe à l'intérieur de Moscou dans une installation gouvernementale sensible, je n'exclurai pas que la Russie riposte contre Washington, D.C. Oui, je veux dire, je pense qu'ils prennent cela très au sérieux. Et c'est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles Trump, je suis presque certain que lors d'une de ses conversations avec Poutine, Poutine a été très clair. Ne t'engage pas sur cette voie, car si tu le fais, tu allumeras un feu que tu ne pourras pas éteindre. Vous avez mentionné les armes nucléaires tactiques. Kuhn a déclaré que ces armes nucléaires tactiques sont bien plus puissantes que les bombes atomiques larguées sur Nagasaki et Hiroshima. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais nous, tu sais, c'est comme ça que nous utilisons le langage. Oh, c'est juste une ogive nucléaire tactique, ce n'est pas stratégique. C'est tactique, mais tu sais, ça provoque une grosse explosion. J'imagine que nous mettons en lumière cette idée fausse selon laquelle, avec suffisamment de violence, on peut résoudre le problème. Et les Russes comprennent qu'il y a ici un volet militaire, mais ils se concentrent aussi sur les volets politiques qui doivent entrer en jeu et sur les volets économiques. L'Occident ne comprend toujours pas. Ils pensent être revenus en 1991
qu'ils peuvent exercer suffisamment de pression économique ou créer assez de chaos en Russie pour qu'elle s'effondre de l'intérieur. Cela n'arrivera pas. La Russie est déjà passée par là, elle en a tiré les leçons, elle n'y retournera pas. L'expérience des années 1990, et franchement, le rôle que l'Occident a joué en aggravant la misère du peuple russe, ils ne l'ont pas oublié. C'est encore frais dans leur esprit. C'est pourquoi vous voyez cette banquière centrale, Nabiullina, elle insiste pour maintenir l'inflation sous contrôle. Alors les gens disent, vous voyez, l'économie russe souffre à cause de la guerre. Non, bande d'idiots. L'économie russe a cessé de croître à cause d'une politique délibérée du gouvernement russe visant à freiner l'inflation, parce qu'ils ont connu l'hyperinflation. Au moins 2 vagues dans les années 1990, et ils ne veulent pas y retourner. Donc, ils vont maîtriser l'inflation, ce qui est en train de se produire. Et encore une fois, l'Occident ne comprend pas la différence entre une politique gouvernementale délibérée visant à ralentir l'économie et une économie qui ralentit en raison d'autres facteurs échappant au contrôle du gouvernement. Nous en sommes à 10 mois de l'administration Trump. En regardant ces 10 mois, l'administration prend-elle ses distances avec la guerre en Ukraine? Essaie-t-elle d'une certaine manière de se dissocier de l'Ukraine? Ressentez-vous cela? Rhétoriquement, peut-être. Mais en termes d'action concrète, non. Il continue de permettre et de faciliter. Vous savez, nous l'avons vu la semaine dernière, il y a eu 2 tentatives infructueuses d'insérer une équipe des opérations spéciales ukrainiennes à Pokrovsk. Je crois qu'ils essayaient de secourir et d'exfiltrer des officiers supérieurs de la CIA, des paramilitaires issus de ce qu'on appelle la Division des activités spéciales, SAD, de la CIA. Ce sont des gens tristes. Mais c'était une opération du GUR sous la direction de Boudanov. Ils l'ont publiquement reconnu, tant du côté ukrainien qu'américain. Boudanov a toujours été très proche de la CIA. Je veux dire, c'est son parrain. Donc la CIA a été impliquée de bout en bout. Il n'interagit pas régulièrement avec l'OTAN, ni avec l'armée qui relève du commandement européen des États-Unis. Il s'occupe de la CIA et des opérations paramilitaires de la CIA. Apparemment, ils ont mené 2 tentatives ratées et fatales pour essayer d'envoyer du personnel sur place. Ils affirment qu'ils voulaient renforcer l'effort et aider les soldats ukrainiens à se replier tactiquement, peut-être. Tu vois, des absurdités. Réaliser ces 2 tentatives en 3 jours, la première avec un Black Hawk, la deuxième avec 2. Le premier jour, il y avait 11 personnes, et le deuxième jour, entre 20 et 24. Apparemment, ils ont tous été anéantis. Mais il doit y avoir quelqu'un ou un groupe de personnes qui a de l'importance et de la valeur pour la CIA. Ils essayent de les faire sortir, et il ne semble pas qu'ils vont y parvenir. Nous le saurons dans les jours à venir. Larry, est-ce que Zelensky reste l'une des principales raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de communication fructueuse entre les Russes et l'Occident? Parce que je ne parle pas seulement de Zelensky lui-même, mais du mouvement qui le soutient. Le renseignement britannique, la présence du renseignement britannique en Ukraine. À mon avis, la Russie essaie de rendre l'Ukraine neutre. Cette Ukraine neutre, à l'avenir, ils ne veulent pas du renseignement britannique sur place. Ils ne veulent pas quelqu'un aux mains de l'Occident, comme Zelensky ou peut-être Zaluzhny. Ils veulent quelqu'un d'autre en Ukraine. Ils ne veulent pas d'un État défaillant à leurs frontières. Ils veulent un État fonctionnel à leurs frontières. C'est à mon avis le point principal dans l'esprit des Russes lorsqu'il s'agit de négociations. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent nécessairement un État fonctionnel en Ukraine. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Parce que si ce n'est pas fonctionnel,
puisqu'ils doivent aider ces personnes. Si ce n'est pas fonctionnel, ils peuvent être infiltrés par des services de renseignement étrangers. Et la société serait vulnérable à ce type d'actes terroristes, à ces groupes terroristes qui se développent et parviennent d'une manière ou d'une autre à recruter des gens. Le pouvoir en Ukraine, parce qu'il doit bien y avoir une sorte de solution dans cette région, vous savez. La Russie devrait se sentir en sécurité vis-à-vis de l'Ukraine, après tout. Eh bien, la Russie ne se sentira pas en sécurité par rapport à l'Ukraine tant que l'Occident, tant que l'OTAN ne sera pas vaincu et dissous. Les Russes ont de l'expérience dans la défaite d'organisations et de campagnes d'insurrection terroristes. Regardez ce qu'ils ont fait en Tchétchénie. C'était une guerre de 10 ans. Elle a été sanglante, brutale, mais les Russes ont démontré qu'ils pouvaient vaincre de manière décisive une opération terroriste soutenue par l'Occident qui utilisait des extrémistes islamistes que l'Occident avait formés et employés en Afghanistan. Et la Russie les a vaincus. Ensuite, la Russie a reconstruit la Tchétchénie et Grozny est aujourd'hui l'une des plus belles villes de Russie. Grozny today is one of the most beautiful cities in Russia. So I'm told. I've not been there yet. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'y suis pas encore allé. Un de ces jours, j'espère pouvoir m'y rendre et le voir de mes propres yeux. Mais ce que je veux dire, c'est que la Russie a déjà démontré qu'elle savait comment résoudre ce problème. Et si l'Ukraine veut se transformer en un simple outil, eh bien, elle est déjà un outil de l'Occident, un instrument utilisé pour attaquer. Ils sont déjà engagés là-dedans. C'est cela que la Russie est en train de vaincre, et elle le vaincra. Je n'en doute pas. Ce qu'il reste à voir, c'est combien de l'Ukraine subsistera. La population a déjà diminué de plus de 60%. Les régions occidentales de l'Ukraine, les anciens territoires de la Pologne, de la Roumanie et de la Hongrie, comptent leurs populations ethniques respectives dans ces centres. Ils pourraient, vous savez, peut-être revenir à leurs racines hongroises, roumaines ou polonaises si l'Ukraine ne met pas fin à cette guerre. Ce sont les oligarques qui tiennent la barre, pas Zelensky. Zelensky n'est qu'un outil, une façade. Ce n'est pas le chef d'orchestre, c'est juste le joli visage qu'ils mettent en avant. Si les oligarques ne décident pas de dire « bon, il faut qu'on règle ça », ils perdront aussi Odessa et ils perdront probablement Kiev. Et vous savez, la Russie ne perd pas le sommeil à cause de ça. Elle est plus déterminée que jamais à y mettre fin, d'une manière ou d'une autre, diplomatiquement ou militairement. Mais elle va y mettre fin. Elle va mettre un terme à cette menace occidentale créée par l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et l'OTAN peut bien faire semblant d'être dure, mais elle a prouvé qu'elle est impuissante. Je pense que l'exemple que tu as donné à propos de la Tchétchénie est extrêmement important. Si la Russie veut quelque chose comme la Tchétchénie, ou si elle veut que l'Ukraine soit totalement détruite ou divisée, nous savons qu'il y a des minorités roumaines et hongroises séparées de la partie occidentale de l'Ukraine. C'est une question majeure. Après tout, je ne sais pas s'ils ont une réponse à cela. Eh bien, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Je parle de la partie occidentale de l'Ukraine, qu'elle finisse unifiée et d'une certaine manière administrée, comme ils l'ont fait avec la Tchétchénie, ou séparée et totalement dysfonctionnelle. Eh bien, pour commencer, je ne vois pas la Russie entrer en Ukraine occidentale pour essayer de la contrôler, de la gouverner ou de la diriger. Ils vont sécuriser les droits des populations russophones en Ukraine. Et cela inclura, vous savez, la prise de Kiev à un moment donné. Donc c'est l'Occident qui peine à comprendre ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il a essayé lui a explosé au visage. Et vous savez, j'ai écrit un article la semaine dernière sur le fait que la Russie ne va pas céder.
Il existe en Occident cette hypothèse, et c'est une hypothèse très très stupide, selon laquelle l'Occident peut imposer des sanctions économiques à la Russie qui la paralyseraient au point que le peuple se soulèverait et renverserait Poutine. Comme si, vous savez, Poutine était le problème, sans comprendre que Poutine est le modéré. Si quelqu'un comme Medvedev arrive au pouvoir, c'est un personnage bien plus dur, du moins en apparence. L'un des responsables russes à qui j'ai parlé pendant que j'étais à Moscou, Golushka, est l'auteur du livre le plus vendu en Russie en ce moment. C'est une sorte d'histoire de l'économie russe. Et il a exprimé son point de vue très clairement. Il a dit, « Écoutez, ce que vous en Occident ne comprenez pas, c'est que nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons pas besoin du commerce international. Vous pourriez construire un mur autour de nous et nous irions très bien. » Et c'est vrai, nous venons de le constater ces derniers mois. La Russie a désormais construit 2 types différents d'avions de ligne commerciaux, entièrement produits avec des composants nationaux. Pas importés de Boeing, pas importés d'Airbus, entièrement produits en Russie. Pourquoi? Eh bien, lorsque les sanctions ont été imposées en 2022, ils ont décidé, très bien, nous suivrons notre propre voie. Et ils l'ont fait. Maintenant, ils ont produit 2 types d'avions. Et devinez quoi? L'Inde en achètera un de ces jours. La Chine en achètera. Des pays d'Afrique en achèteront. Tout à coup, les États-Unis ont créé un fichu Frankenstein et nous ne pourrons plus le remettre dans sa boîte. Les Russes ont enfin compris qu'ils en avaient fini de jouer à ce jeu avec l'Occident. Ils ne vont plus se laisser prendre en otage économiquement par l'Occident. Et l'Occident ne le comprend pas. Il pense qu'en imposant ces sanctions à Rosneft et à Lukoil, sans comprendre que leurs échanges concernaient surtout des pays européens, cela nuit davantage aux Européens qu'à la Russie. Donc, très bien, c'était mon coup de gueule. Je vois Paul. Paul est là. Oui, Paul. Bienvenue, Paul. Comment ça va? Super. Bonjour, Larry. Salut, Paul. Paul, je pense que ce que Larry vient de mentionner est vraiment important. Dans son récent entretien à SARS 60 Minutes, Donald Trump a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne cherche pas à mettre fin au conflit en Ukraine et pourquoi il exerce une pression sur l'Ukraine plutôt que sur la Russie. Il a expliqué que nous avons certaines restrictions, des limites à ce que nous pouvons faire avec la Russie, parce que nous n'avons pas beaucoup d'échanges commerciaux entre les 2 pays. Et il a ajouté qu'il ne peut pas exercer beaucoup de pression sur eux, à cause de ce qu'il a qualifié de décisions stupides prises par l'administration précédente. Il faisait référence à l'administration Biden. Alors, quelle est ta compréhension de la situation actuelle, compte tenu de ce que Larry vient de dire? Je pense que c'était un point important. Eh bien, je ne suis pas en désaccord avec ce que Larry a dit. Je pense que la raison pour laquelle Poutine ne peut pas être contraint d'accepter la solution de Trump, qui semble être un cessez-le-feu, est que cela ne sert pas les intérêts russes. Et je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que l'Occident force Poutine, par le biais de sanctions, à renoncer à son objectif fondamental, que je considère comme un accord de sécurité mutuelle entre la Russie et l'Occident, visant à éloigner l'OTAN des frontières russes. Le principal problème, tel que je le comprends, pour la Russie, est l'insécurité provoquée par la présence de l'OTAN à ses frontières et des bases de missiles américaines en Pologne et en Roumanie. Et cela est inacceptable. Donc, je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que Trump fasse pression sur les Russes pour les amener à accepter une pseudo-solution qui lui permettrait de prétendre avoir obtenu un nouvel accord de paix. Tu sais, Larry, ce qui se passe en ce moment, c'est que Donald Trump, au lieu de faire pression sur les pays d'Europe occidentale, fait pression sur la Hongrie, pas sur la Turquie.
Yeah, It's unbelievable. I mean, Oui, je veux dire, tu sais, comment perdre des amis et échouer à influencer les gens sera le livre de Donald Trump, l'opposé de celui de Dale Carnegie. Parce que tu vois, voilà Viktor Orban qui dit qu'il était la seule voix dans le désert à défendre Donald Trump, même avant que Trump ne soit réélu. Et maintenant, Trump se retourne et en gros, le plante sur le pétrole alors qu'il a accordé des concessions aux Allemands. Bon sang. Et les Allemands ont été tout sauf chaleureux et amicaux envers Donald Trump. Et ensuite, il a complètement insulté Orban et nuit à l'économie hongroise. and hurt the Hungarian economy. So yeah, no, look, Trump's a disaster. Alors, oui, non. Écoute, Trump est un désastre. Il l'est vraiment. Je veux dire, il s'est laissé aller à cette illusion selon laquelle il serait le grand artisan de la paix. Il ne l'est pas, et qu'il aurait une grande stratégie en tête. Oui, regardez sa grande stratégie avec la Chine. Comment ça s'est terminé? Vous savez, il provoque un conflit, puis il doit reculer après 8 mois. Et on est bien loin de sa déclaration audacieuse selon laquelle les pays faisaient la queue pour lui lécher les bottes. Il suffit de changer 2 lettres, enlever les 2 S et les remplacer par CK. Il ne lui lèche pas les bottes, il lui botte les fesses. D'accord? Well, that high note. I think what I would say is Je pense que ce que je dirais, c'est est-ce Trump le méchant ou bien la doctrine néoconservatrice de l'hégémonie américaine? Je veux dire, Trump est prisonnier de la doctrine de politique étrangère. Elle est établie, institutionnalisée. Tous les conservateurs y croient, et autant que je puisse en juger, la gauche libérale aussi. Ainsi, le président américain est captif de la doctrine Wolfowitz, créée par des néoconservateurs sionistes, afin d'utiliser la puissance militaire et financière des États-Unis pour éliminer les ennemis d'Israël au Moyen-Orient. C'est ce que nous avons fait au XXe siècle. Nous avons détruit la Libye, l'Irak, la Syrie, la Somalie, le Soudan, et l'Iran est toujours sur la liste. Donc c'est bien l'ensemble de la prise de contrôle néoconservatrice de la politique étrangère qui pose problème. Et Trump est le prisonnier. Je veux dire, pourquoi d'autres Victoria Nuland aurait-elle dépensé 5 milliards de dollars pour renverser un gouvernement pro-russe à Kiev? Pourquoi d'autres aurions-nous renforcé cette armée, sinon pour la lancer contre les zones russes du Donbass? Donc tout président sera victime de cette politique étrangère, et personne ne l'a répudié, vous savez. Trump n'a montré aucun signe qu'il sache même qu'elle le contrôle. Le Congrès ne l'a pas répudié. La communauté de la politique étrangère américaine n'y touche pas. Ceux d'entre nous qui en parlent sont ignorés et traités de non. Voilà donc le vrai problème. Nous, les États-Unis, sommes victimes de cette doctrine Wolfowitz qu'ils ont élaborée en 1991 lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Formed up in 1991 when the Soviet Union collapsed. It removed the only constraint on American. Cela a supprimé la seule contrainte à l'unilatéralisme américain. Et les néoconservateurs sionistes ont rapidement déclaré que notre objectif principal était d'empêcher l'émergence de toute contrainte à cet unilatéralisme. C'est de cela qu'il s'agit. Cela n'a aucun sens, mais cela peut certainement provoquer une situation pouvant mener à une guerre nucléaire. Je pense que Poutine a fait preuve d'une grande responsabilité en ne répondant pas aux provocations. Mais je ne cesse de souligner que sa réaction très responsable a créé l'impression en Occident, et certainement chez Trump, qu'il est indécis, qu'il ne se battra pas, qu'il est peut-être même lâche, et qu'ils peuvent continuer à le pousser. La nature non agressive de Poutine, qui selon moi vise à inspirer la confiance, afin que les véritables problèmes comme la sécurité de la Russie puissent être traités, s'est retournée contre lui. C'est exactement comme l'a écrit Alexandre Dugin l'autre jour. Tout ce que nous avons fait, dans l'espoir de susciter la bonne volonté, a convaincu l'Occident que nous sommes faibles et que nous ne nous battrons pas. Alors il continue de faire pression, encore et encore.
À un moment donné, il faudra bien une réponse si ces pressions ne cessent pas. Voilà la véritable situation. Le comportement très responsable de Poutine a donné une fausse impression des capacités et de la détermination de la Russie. Et nous sommes victimes de cette politique étrangère hégémonique qui insiste sur le fait que nous devons empêcher quiconque d'avoir de l'influence. C'est, je pense, le vrai problème, n'est-ce pas? C'est indépendant de Trump, même si je suis d'accord avec Larry. Mais c'est mon avis, pour ce qu'il vaut. Si vous n'avez pas lu le récent article d'Alexandre Douguin, vous devriez, car je pense que ce qu'il dit est tout à fait juste. Poutine a donné l'impression de faiblesse, et nous en profitons trop. Or, lorsque Trump a rencontré le dirigeant chinois, il a découvert qu'il n'y avait aucune faiblesse. Et je pense que c'est ce que Poutine aurait dû lui montrer il y a des années. Les Chinois, je veux dire. Vous savez, Trump est entré comme un lion et en est ressorti comme un agneau. Quand on se retrouve face à quelqu'un de dur et qui vous tient tête, on en retire une impression différente. Et donc, la Chine nous a accordé une année de plus pendant laquelle nous pouvons disposer de terres rares. Oui, et Trump a complètement oublié les droits de douane et tout le reste. Vous savez, ces droits de douane n'ont jamais eu de sens, car ils ne retombent pas sur les Chinois. Ils pèsent sur les consommateurs américains et sur les entreprises américaines dont la production à l'étranger se trouve en Chine. Donc la Chine se moque complètement des droits de douane. Ils ne touchent pas les Chinois. Ils touchent Apple, Nike et les Américains qui achètent ces produits. Tout cela montre, à bien des égards, que les gens à Washington n'ont pas une compréhension réelle de la situation. Il s'agit simplement en faisant des choses stupides. Hey, avant de partir, laissez-moi juste partager une anecdote d'un de mes voisins. Il est grossiste en batte de baseball, crosse de hockey et crosse de crosse. Tout est fabriqué en Chine. Il a dû payer $250 000 de droits de douane qui n'étaient pas prévus au budget. Et ça fait mal. Il m'a dit qu'il vit actuellement sur le stock qu'il avait acheté avant l'instauration de tous ces tarifs. Il avait environ 50 000 battes de baseball. Il n'en a plus que 10 000 maintenant. Donc je veux simplement souligner la position de Paul. Bref, passez une excellente journée. Je dois y aller. Anyway, you guys have a great day. I gotta jump. Hold on a minute, Larry. Okay. Attends une minute, Larry. D'accord, laisse-moi dire une chose. C'est la même chose avec les sanctions pétrolières. Tu vois, beaucoup d'Américains considéraient Lukoil comme sous-évalué. C'était une action pétrolière sous-évaluée. Je l'ai achetée, mais elle est indiquée avec une valeur nulle sur mon compte à cause des sanctions. Oui. Donc, les sanctions aux compagnies pétrolières russes m'ont touché, oui, ainsi que tous ceux qui avaient repéré ces actions pétrolières sous-évaluées. Oui, pendant ce temps, cela a fait grimper le prix du pétrole. Et la Russie dit, d'accord, oui, ça nous aide à gagner plus d'argent. C'est fou. Oh, je ne pense pas que ça ait eu le moindre effet négatif sur la Russie, mais cela en a eu un sur moi. Bob. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Très bien, merci Larry. D'accord, passe une bonne journée. Ravi de te voir, Paul. À bientôt. Salut. Au revoir. Paul, comment ça va? Super. Puisque tu as mentionné, Paul, le cas des terres rares, regarde ce graphique ici. Les économies les plus dépendantes de la Chine pour les métaux de terres rares, tu vois, cela vient du Brésil, va aux États-Unis. La dépendance des États-Unis aux métaux de terres rares est de 78%. Et voici le deuxième. Que cherchent à faire les États-Unis? Le nouvel accord entre les États-Unis et l'Australie, ils essaient de signer un contrat entre les États-Unis et le Japon. Voici le deuxième graphique. Dans celui-ci, on voit que l'Australie se classe au 4e rang pour les réserves de terres rares.
in rare earth reserves. Look at Australia here. Regardez l'Australie ici. Il ne semble pas que l'Australie soit en mesure de fournir aux États-Unis le niveau dont ils ont besoin. Et en ce qui concerne le Japon, ils n'ont ni la capacité ni les infrastructures pour raffiner les terres rares, car c'est tout un processus. Ce n'est pas simplement, vous savez, décider de le faire, puis de raffiner ces minéraux. Cela prend du temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je ne sais pas. Quelle est votre compréhension de la position de Donald Trump? Vous avez mentionné sa position et la rencontre entre les deux présidents. On ne voit pas vraiment, vous savez, une grande amitié se développer entre eux. Friendship happening between the two presidents. Well, I think as a result of that meeting, Eh bien, je pense qu'à la suite de cette réunion, les pressions américaines sur la Chine sont terminées. Je doute que nous voyions encore des démonstrations de force à propos de Taïwan ou d'autres menaces de tarifs douaniers contre la Chine, qui de toute façon n'affectent pas les Chinois. Et ce graphique que vous avez montré, si je me souviens bien, entre la Chine et Israël, cela représente 65% de toutes les terres rares. La Chine en possède de loin le plus, et le Brésil en a un peu moins de la moitié de ce que la Chine détient. Entre les deux, il n'en reste presque plus. Ce serait très difficile pour les États-Unis. C'est King Khan. Et 21. Oui, c'est 21 pour le Brésil. C'est 65, oui. Donc même si Trump pouvait obtenir tout le reste, ce ne serait probablement pas suffisant pour l'industrie américaine du numérique et des hautes technologies. Je pense que la pression sur la Chine est probablement retombée. On dirait que Trump se tourne vers des cibles plus faciles, le Venezuela et le Nigeria. La Russie et la Chine sont trop grandes. Je ne sais pas où il en est maintenant avec Netanyahou et l'Iran. Mais il se peut que Trump veuille simplement trouver des cibles plus faciles. Paul, vous avez mentionné l'Iran et Israël. Pensez-vous que la menace d'une nouvelle guerre entre les deux diminue ou qu'elle augmente d'une manière ou d'une autre avec le temps? Je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas. Ils essaient de communiquer d'ailleurs. Ils essayent de parler avec les Iraniens en coulisses, l'administration Trump. Mais personne en Iran ne semble s'en soucier. Ils disent que c'est absurde. Ils veulent que nous nous soumettions, et nous n'allons pas le faire. Nous sommes prêts pour toute guerre, si Israël décide de nous attaquer. Et c'est le ton en Iran. This is the tone in Iran. Eh bien, il se peut que la courte guerre, je pense toujours que l'Iran aurait dû aller jusqu'au bout, la terminer et la gagner en effaçant Israël. Je crois que cela a été une erreur stratégique de la part de l'Iran. Mais cela a peut-être appris à Israël qu'il n'est pas facile d'entrer en guerre contre l'Iran. Je ne sais pas exactement quelle position Netanyahou occupe en Israël. Vous savez, il y a de l'opposition contre lui là-bas. Et récemment, une autre responsable, une femme, a divulgué une vidéo montrant les forces de défense israéliennes maltraitant des prisonniers. Qu'une personne au sein du gouvernement fasse cela montre qu'il existe réellement une opposition à cette figure criminelle qu'ils ont comme chef d'État en Israël. Et il y a eu récemment un grand nombre d'Israéliens éminents, et je crois aussi de personnes juives ailleurs dans le monde, qui ont signé une condamnation de Netanyahou. Je ne sais donc pas à quel point ces pressions sont importantes, ni quel effet elles ont sur sa position. Vous savez, c'est un gouvernement minoritaire qu'il dirige. Il dépend de gens qui sont vraiment meurtriers, vous voyez. Et je ne sais tout simplement pas à quel point sa situation est stable, si elle l'est assez pour provoquer une destruction massive en Israël. Il aimerait, bien sûr, que nous le fassions à sa place. Mais je ne suis pas sûr que Trump puisse se permettre cela à ce stade. Ce sera intéressant de voir ce qui se passera lors de toutes les élections locales ici aujourd'hui ou demain. Je crois que c'est demain.
Si les démocrates obtiennent de bons résultats, ce sera intéressant à observer. Donc je ne peux vraiment pas me prononcer. À un certain moment, je pense que Poutine devra se montrer plus ferme, simplement pour faire taire toutes ces discussions sur une guerre avec la Russie. Je ne vois pas vraiment comment l'Europe pourrait entrer en guerre. Vous savez, les gouvernements européens sont désormais féminisés, et les gouvernements féminisés ne sont pas très doués pour la guerre. Donc j'ai un peu le sentiment qu'il y a peut-être une chance que la situation s'apaise. Mais s'il y a un nouvel effort pour faire pression sur Poutine, je pense qu'il ne pourra pas continuer à répondre sans agressivité. Il va devoir faire quelque chose pour y mettre un terme. Sinon, tôt ou tard, cela deviendra incontrôlable. Je préfère rester aussi optimiste que possible pour le moment. I prefer to be as hopeful as we can for now. Paul, I don't know if you saw on the Grey Zone News. Paul, je ne sais pas si tu as vu sur The Grey Zone News, la nouvelle enquête publiée sur leur site montre que des drones d'IA liés à Israël surveillent désormais des villes américaines. On dirait qu'ils essayent de contrôler ce qui se passe avec, tu sais, les manifestations contre Israël ou peut-être quelque chose de plus large. Ils essayent de surveiller ce qui se passe aux États-Unis. Que penses-tu de ce genre de mouvement? Des drones utilisés pour contrôler ou surveiller ce qui se passe ici. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi les États-Unis autorisent des drones étrangers dans notre espace aérien. C'est la question qu'il faudrait poser. En réalité, les drones ont été fabriqués par une entreprise américaine, Skydio, mais ils sont utilisés par Israël. Ils ont été livrés aux Israéliens et sont pilotés par intelligence artificielle, vous savez. Ils utilisent ces drones pour surveiller ce qui se passe. Ils sont produits aux États-Unis et utilisés par Israël. Eh bien, peu importe vraiment qui les produit. Si Israël utilise des drones dans notre espace aérien, je ne savais pas qu'ils avaient une telle portée pour opérer depuis Israël. Mais je ne m'y connais pas beaucoup en la matière. Ce sont des drones d'IA, tu sais. Ils sont contrôlés par une intelligence artificielle. Eh bien, c'est quelque chose que Trump devrait arrêter, quel qu'en soit le but. Bien sûr, Israël doit tout à son contrôle sur les États-Unis. C'est pourquoi il insiste tellement pour faire taire toute critique en la qualifiant d'antisémite, de négation de l'Holocauste ou de haine des Juifs, vous savez. Ils ne veulent aucune critique de quoi que ce soit qu'Israël fasse, parce que toute la politique dépend de la protection américaine. L'argent américain, la protection militaire américaine, la protection diplomatique. Et ils ne veulent pas perdre cela. Ils sont donc probablement assez paranoïaques à l'idée de garder le contrôle, et je suis sûr qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour le conserver. Vous savez, l'ADL, l'AIPAC, ce sont des lobbies puissants. Ils ne sont même pas obligés de s'enregistrer comme lobby étranger. Nous sommes donc tellement sous la coupe d'Israël que je me demande parfois si nous avons encore une quelconque souveraineté. Vous savez, j'ai souvent souligné que nous avons désormais traversé le premier quart du XXe siècle et que notre politique étrangère a principalement consisté à éliminer les ennemis d'Israël au Moyen-Orient. Et nous inventons toutes sortes de mensonges et d'excuses pour le dissimuler. On appelle cela une guerre de la terreur. Alors, comment pouvons-nous être souverains lorsque le principal objectif de notre politique étrangère est de promouvoir le grand Israël? Et bien sûr, vous avez ensuite montré la carte du grand Israël, puis ils ont annoncé qu'elle incluait désormais la moitié de l'Arabie saoudite, et ensuite qu'elle incluait le Pakistan. Le président Trump, le Congrès, les responsables de la politique étrangère américaine
Ils n'ont pas dit « Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est absurde. Que voulez-vous dire ?» Ils ont simplement accepté. Pas un mot. Ils ont donc beaucoup de contrôle et ils veulent le conserver. Et ils feront tout ce qu'ils jugent nécessaire pour venir. Voici ce que Paul a rapporté que Tom Barak, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, a dit à propos de la manière dont les pays limitrophes d'Israël devraient se comporter. Ma recommandation est que les pays dont les frontières ou les limites touchent Israël doivent parvenir à une résolution frontalière. Israël a été très clair depuis le 7 octobre. Toute menace contre cette frontière, ils ne tiendront pas compte de la ligne bleue, de la ligne verte ou de la ligne rouge. Ils veulent une normalisation. Ils veulent un traité et un accord frontalier et ils les appliqueront selon leurs propres conditions. Le conseil est que, si vous êtes à la frontière ou à la limite d'Israël et que vous faites partie de ces pays, la première étape, plutôt que de penser à les combattre maintenant, est de vous aligner avec eux. La question aujourd'hui, j'en ai parlé avec le colonel Jacques Vaux, est qu'Israël ne semble pas aimer définir ses frontières. Comment peut-on savoir où se trouve réellement cette frontière? C'est le Grand Israël. Leurs frontières incluent maintenant le Pakistan. Regarde, ils sont en Syrie. Les forces israéliennes, du moins la dernière fois que j'en ai entendu parler, occupent le sud de la Syrie, jusqu'aux frontières, jusqu'aux limites de la ville de Damas. Donc leurs frontières s'étendent. La Palestine est en train de disparaître. La Jordanie est un État fantoche israélien de facto. Je ne sais pas si les forces israéliennes sont encore dans le sud du Liban. Je sais que les assassinats israéliens des dirigeants du Hezbollah ont été si nombreux qu'il se peut que des forces israéliennes occupent maintenant certaines parties du sud du Liban. Je ne sais pas. On ne voit rien de tout cela dans les médias, mais c'est le cas. Ils sont la partie sud du Liban. D'accord. Donc leurs frontières s'étendent maintenant jusqu'au Liban. Elles s'étendent en Syrie, au-delà du plateau du Golan. Ils sont maintenant dans le sud et ils ont déclaré « Nous sommes là pour rester ». Leurs frontières, et ils l'ont clairement affirmé depuis longtemps, correspondent à celles du Grand Israël, c'est-à-dire à tout le Moyen-Orient. Voilà les frontières d'Israël, le Moyen-Orient. Je ne sais pas si cela inclut l'Iran, probablement pas, mais ils ne veulent pas que l'Iran dispose d'une quelconque force capable d'interférer avec eux. Je ne pense pas qu'Israël puisse faire quoi que ce soit à ce sujet. Ce sera à nous de nous en charger. Et je ne sais pas si Trump le fera. Donc les frontières sont toujours en expansion, vous savez. Comme je l'ai déjà dit, elles se sont étendues pour inclure la moitié de l'Arabie Saoudite. Donc il reste au moins une moitié d'un pays arabe. Et puis ils ont dit, d'accord, cela inclut le Pakistan. Eh bien, ce n'est même pas arabe. Ils ne sont pas arabes. Et pourquoi Israël voudrait-il du Pakistan? Je ne sais pas. Mais tout cela est censé devenir Israël. Voyez-vous, à l'origine, c'était du Nil à l'Euphrate. C'était un immense territoire. Mais maintenant, c'est tout le Moyen-Orient. Voilà donc leurs frontières déclarées. Nous en avons déjà parlé, ou moi en tout cas, que les Arabes, au lieu de s'unir et d'affronter leurs ennemis, sont tombés un à un, et qu'ils ont pratiquement disparu, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ont disparu. Et vous savez, même Poutine les a abandonnés. Ainsi, la situation d'Israël aujourd'hui est bien plus forte qu'elle ne l'était pendant la guerre froide, quand il y avait un soutien soviétique pour certains pays du Moyen-Orient que nous, en Israël, ne pouvions pas percer. Eh bien, il n'y a plus de soutien russe maintenant. Et la Russie, comme les États-Unis, cherche à se rapprocher de l'ancien chef d'une organisation terroriste qui est aujourd'hui le président de la Syrie.
Souvenez-vous, nous ne voulions pas d'Assad parce que nous le qualifions de dictateur. Et maintenant, nous avons l'ancien dirigeant d'un groupe officiellement reconnu comme terroriste, inscrit sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis. Et je crois, called the palace is of our. Ils ont dû s'étendre. Paul, do you think that Donald Trump, without removing Zelensky, Pensez-vous que Donald Trump, sans destituer Zelensky du pouvoir en Ukraine, pourrait obtenir une certaine forme d'influence sur les Européens? Car tant que Zelensky reste au pouvoir en Ukraine, lié au Royaume-Uni et à ses services de renseignement, pourront-ils encore utiliser cette influence sur les Européens? Eh bien, tout d'abord, le fait de destituer Zelensky n'a aucun effet sur ce qui préoccupe les Russes. Ce que je veux dire par écarter Zelensky, Paul, ce n'est pas seulement à propos de Zelensky. C'est à propos de toute personne en Ukraine liée aux services de renseignement occidentaux, en particulier au MI6. Et ces gens-là, tu sais, venant d'Ukraine, je parle des mêmes personnes qui étaient là en 2014, avant que le coup d'État ne se produise en Ukraine. Ces personnes qui reviennent au pouvoir. Oh, tu veux dire ramener le camp pro-russe? Oui, exactement. Cela fonctionnerait d'ailleurs, pour les Européens et pour les Russes. Cela pourrait aider la situation dans la partie occidentale de l'Ukraine. Eh bien, pour que cela se produise, les États-Unis, l'Europe et les Britanniques devraient convenir que la Russie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité et que ces préoccupations doivent être prises en compte et satisfaites. Ainsi, rétablir l'ancien gouvernement, s'il existe encore, pourrait, d'une certaine manière, servir aux Russes de substitut à un accord de sécurité plus global, ou du moins, ils le verraient comme une bonne avancée qui élimine le problème auquel ils sont confrontés. Comment atteindre les objectifs de Poutine lorsqu'ils ne veulent pas recourir à une violence suffisante pour y parvenir? Donc s'ils pouvaient amener l'Occident à accepter cela, ce serait une amélioration pour les Russes. Mais je pense que le problème fondamental, c'est l'insécurité que les Russes ressentent face à l'OTAN, à leurs frontières, et face à cette doctrine de politique étrangère américaine fondée sur l'hégémonie. Il n'y a aucune raison à toutes ces attaques contre la Russie, ils le savent, si ce n'est l'hostilité. Et les Russes eux-mêmes n'ont rien fait pour provoquer cette hostilité. Cette hostilité remonte à Clinton lorsqu'il a violé la promesse du gouvernement des États-Unis et placé l'OTAN aux frontières de la Russie. Ensuite, nous avons installé des bases de missiles en Pologne et en Roumanie, et nous avons renversé un gouvernement ukrainien favorable à la Russie. Et puis nous avons constitué une armée, et ainsi de suite. Les Russes n'ont rien provoqué de tout cela, sauf en ne faisant rien. Peut-être que si dès le début ils avaient agi de manière très énergique, tout cela se serait arrêté. Mais la situation n'a fait que progresser. Elle est devenue de pire en pire. Et maintenant, l'Europe a accepté de consacrer 5% de son PIB aux armes, et on parle de se préparer à une guerre avec la Russie dans quelques années. Et, bien sûr, nous avons aussi utilisé le gouvernement géorgien en 2007-2008 pour envahir l'Ossétie du Sud, où se trouvaient des soldats de la paix russe, et ils ont été tués. Alors Poutine a dû envoyer l'armée. Alors pourquoi avons-nous fait cela? C'était un comportement agressif, et le manque de préparation de Poutine représentait une opportunité. À un certain moment, les Russes doivent être convaincus que l'ère du comportement agressif envers la Russie est terminée. C'est ce qu'il faut pour parvenir à une solution. Et cela n'est pas discuté, ni à Washington,
ni par les spécialistes de la politique étrangère, ni dans la littérature. Il existe simplement un consensus selon lequel, d'une manière ou d'une autre, la Russie doit être vaincue. La définition de la défaite varie, mais l'idée générale est qu'ils sont un ennemi. Et il ne semble pas y avoir de gens qui posent la question, sont-ils vraiment un ennemi? Pourquoi sont-ils un ennemi? Qu'ont-ils fait? Sommes-nous responsables de cela? Ce genre de questions ne fait pas partie du débat, ce qui rend impossible toute autre forme de solution. Le problème fondamental, c'est que les Russes se sentent en insécurité, et nous ne cessons de renforcer ce sentiment. Alors ils continuent de développer des super-armes nucléaires, et Poutine essaye d'utiliser ces armes comme substitut à ses propres réactions manquant de fermeté. C'est comme dire, eh bien tôt ou tard. Mais cela ne fonctionne pas. Vous savez, Trump n'a pas été impressionné, ils ont annoncé 2 super-armes la semaine dernière, et Trump n'a pas été impressionné. Et la raison, c'est que les Russes ont donné l'impression qu'ils ne sont pas vraiment résolus. Et c'est une situation extrêmement risquée. Elle invite à davantage de provocation. C'est cela qu'il faut briser. Ce processus doit être arrêté, car il finira par mener à une guerre majeure. Et bien sûr, cela ne se passera pas bien pour l'Occident. Nous n'avons pas ce type d'armes, ni aucun moyen de nous en défendre. C'est donc une chose stupide qui se produit. Cela ne sert que l'idéologie des néoconservateurs, et matériellement, cela profite simplement aux fabricants d'armes qui gagnent plus d'argent. Les politiciens qui rendent ces choses possibles touchent des commissions sur les ventes. C'est une situation totalement corrompue, et elle s'alimente d'elle-même parce qu'elle génère de l'argent. Et les gens veulent cet argent. C'est plus important pour eux que ce qui pourrait arriver plus tard. Paul, je me souviens que depuis la première fois que nous avons parlé, tu disais que la Russie, la Chine et l'Iran devaient s'unir. Nous savons aujourd'hui que la Russie et la Chine sont proches et que l'Iran s'en approche également. En matière de sécurité, d'armement, de systèmes de défense aérienne, d'avions de chasse, ils coopèrent. Mais d'une certaine manière, l'Iran reçoit surtout de la Russie, et la Russie et l'Iran communiquent étroitement. Penses-tu que cela est en train de changer? Est-ce que ce dont tu parlais auparavant est réellement en train de se produire? Un partenariat, une forme de relation qui va au-delà d'une simple alliance. Eh bien, Alexandre Dugin, tout récemment, dans l'article auquel je faisais référence quand Larry était encore là, a dit que ce dont la Russie a besoin, c'est d'un traité de défense mutuelle stratégique avec la Chine. Il a déclaré que si l'OTAN nous embête, ils interviennent. Si les Américains embêtent Taïwan, nous intervenons. C'est ma position depuis longtemps. Dugin est un philosophe en Russie, mais c'est un homme très perspicace, et il dit que c'est ce qu'il nous faut. Un traité de défense mutuelle russo-chinois. Il n'a pas mentionné l'Iran, mais cela rendrait certainement la chose concrète. À 3. Est-ce possible? Eh bien, je pense que ça se produirait si ces pressions se poursuivent. Maintenant, si les pressions sur la Chine cessent parce que les Chinois ont fait savoir à Trump qu'ils n'allaient pas les tolérer, et si les pressions sur la Russie s'arrêtent simplement parce que nous ne savons plus quoi faire d'autre, à part le harakiri, et que nous ne sommes pas trop enclins à faire pression sur l'Iran pour le bien d'Israël, parce que l'Iran a montré qu'il pouvait vraiment frapper Israël durement, je veux dire, il pourrait infliger d'énormes dégâts aux Israéliens. Alors toutes ces pressions pourraient simplement cesser par incapacité à les maintenir. Dans ce cas, les accords de sécurité mutuelle sont moins probables. Donc je pense que si les pressions continuent, on pourrait voir quelque chose de ce genre.
Car à un certain moment, si l'on ne veut pas la guerre, il faut leur montrer qu'ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas affronter. Et je l'aurais fait depuis longtemps. Donc je pense que l'existence ou non d'un traité de défense russo-chino-iranien dépend de la poursuite des pressions ou du fait qu'elles aient atteint leurs limites. Je ne vois pas comment nous pourrions faire quoi que ce soit contre la Chine. C'est elle qui détient les cartes, pas Washington. Et tout ce que nous avons fait contre la Russie ne les a pas affaiblis. Nous avons affaibli nos alliés et notre propre population. Je paie le prix des sanctions, car mes propres investissements sont détruits. Ils apparaissent sur mon compte avec une valeur nulle. Bien sûr, ils ne valent pas vraiment zéro, mais c'est tout comme, puisque je ne peux ni les vendre, ni les échanger, ni rien en faire. Et c'est le cas pour beaucoup de gens, et pas des Russes. Il se peut donc que nous n'ayons plus de levier de pression, et je ne pense pas que les peuples européens soient capables d'entrer en guerre. Je ne pense tout simplement pas que ce soit le cas. Écoutez, le dernier sondage a été réalisé par Le Figaro, qui est le principal journal de Paris, et il montre que Macron, le président, n'a que 11% de soutien. Seulement 11%. Et il traite Poutine de dictateur. Ce n'est pas un pays capable de faire la guerre, et pourtant il continue de parler d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Mais comment, je veux dire, il n'y a aucun gouvernement en Europe ou au Royaume-Uni qui est une véritable force. Les gens n'aiment pas leur gouvernement et ils en souffrent. Les envahisseurs immigrés ne sont pas tenus pour responsables. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Ils sont saignés à blanc pour soutenir des envahisseurs immigrés. C'est juste. Vous savez, l'autre jour, Han Erland en Norvège, qui dirige un site d'information important, a souligné l'ampleur extraordinaire des viols de femmes scandinaves, norvégiennes et danoises par des envahisseurs immigrés. Je veux dire, les statistiques sont choquantes, et rien n'est fait à ce sujet. Alors, comment des pays qui ne peuvent pas défendre leurs propres femmes vont-ils aller combattre la Russie? Ce n'est pas... je ne sais pas. Il se peut bien que tout cela, voyez-vous, la politique néoconservatrice n'ait jamais eu de sens, mais ils ont continué, malgré son irrationalité totale. La notion d'un grand Israël selon Israël n'a aucun sens. Il n'y a pas assez d'Israéliens ou de Juifs dans le monde pour occuper le Moyen-Orient. Alors, comment vont-ils faire pour l'avoir du Nil jusqu'au Pakistan, ou à travers le Pakistan, puisque le Pakistan est inclus? La population pakistanaise est quoi? 9 ou 10 fois supérieure à celle d'Israël, rien que le Pakistan. Donc tout cela n'a aucun sens. Et pourtant, on voit cet immense engagement envers ces programmes absurdes. Il se peut donc qu'ils soient arrivés à leur terme. Il est tout à fait possible que tout cela ait été si irréaliste, que la seule conséquence ait été de provoquer d'énormes problèmes pendant un certain temps, mais qu'ensuite, cela ne puisse pas aller plus loin. C'est une possibilité. J'essaye toujours de trouver quelque chose d'optimiste pour compenser ce tableau très déprimant. Et il se peut bien que ce soit simplement, vous savez, Trump qui ait découvert qu'il ne pouvait rien obtenir avec la Chine. L'Iran ne montre aucun réel intérêt à se rendre. Je ne pense pas qu'ils se battent assez durement, mais malgré tout, ils ne disent jamais « Oh, nous voulons tout céder lors d'une négociation ». Et je pense que des contraintes commencent à peser sur la modération de Poutine. Vous savez, l'article de Dugin souligne que c'est précisément sa modération qui cause tous ces problèmes à la Russie. Et le Dr. Rowe ne cesse de rapporter que ce genre d'attitude devient de plus en plus visible dans les programmes d'information et les débats sérieux, et que cela commence même à toucher les gens ordinaires à cause de l'impact des drones.
Il frappe désormais à 700 miles à l'intérieur de la Russie et perturbe la vie quotidienne. Tout cela réduit la capacité de Poutine à continuer de tendre l'autre joue et à faire comme s'il ne voyait rien. Sa capacité à ne pas réagir s'amenuise. C'est la conclusion du Dr. Rowe, et je pense que c'est probablement vrai d'après ce que j'ai pu observer. Il se pourrait donc bien que tout cela finisse par arriver à une sorte de dénouement. Ici, aux États-Unis, nous avons un gouvernement tellement dysfonctionnel qu'il n'arrive même pas à rester ouvert. Vous savez, une démocratie qui ne parvient pas à faire fonctionner son gouvernement est dysfonctionnelle. C'est fini, c'est plié. Et si vous regardez la politique américaine, les démocrates, tout cela est tellement divisé et imprégné de haine. Nous avons des gouverneurs, des maires, des conseils municipaux démocrates. Ils détestent Trump. Ils détestent ses efforts pour expulser les immigrés illégaux. Ils adoptent des lois pour empêcher les agents fédéraux d'exercer leur autorité fédérale dans leur juridiction. Ces choses sont stupides, elles n'ont aucun sens. Et cela montre qu'ils sont tellement perdus idéologiquement qu'ils ne font même plus partie du pays. Ce sont tous des actes d'insurrection. Tous ces États, l'Oregon, Washington, l'Illinois, Minneapolis, la Californie, ils sont tous en insurrection. Il me semble que... Et regardez ceci. Nous savons depuis longtemps que les présidents ont retiré au Congrès son autorité de décider de la guerre. Ce sont désormais les présidents qui prennent la décision. Et dans certains cas, ils en informent le Congrès, dans d'autres non. Eh bien, regardez maintenant ce qui s'est passé. Deux juges fédéraux démocrates ont ordonné à Trump d'effectuer les paiements du programme SNAP. Cela signifie recharger les cartes de débit de 42 millions d'Américains avec de l'argent pour acheter leur nourriture. Eh bien, les juges ont ordonné à l'exécutif de prendre une mesure législative pour laquelle il n'a aucune autorité selon la Constitution. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je trouve étrange que Trump n'ait pas simplement dit « Oh, merci pour le cadeau ». Très bien. Mais c'est le pouvoir judiciaire démocrate qui met entre les mains de Trump le contrôle du budget, indépendamment de l'autorité du Congrès. Ainsi, il n'y a plus besoin du Congrès. Nous avons ici des juges démocrates qui invitent Trump à devenir un autocrate et à gouverner sans tenir compte du Congrès. Vous savez, les décisions budgétaires sont censées relever du pouvoir législatif. Ce sont les démocrates qui ont fermé le gouvernement. Et maintenant, il y a 42 millions d'Américains dont les cartes de débit sont à sec et elles ne peuvent pas être rechargées. Où vont-ils trouver de l'argent pour se nourrir? Alors que disent les juges démocrates? Eh bien vous, Monsieur Trump, vous devez trouver un moyen pour qu'ils obtiennent l'argent. Alors ils lui donnent l'autorité budgétaire. Il devrait l'accepter, car à mon avis, la démocratie est tellement dysfonctionnelle qu'elle ne peut plus fonctionner. Autant avoir un autocrate, et je préférerais que ce soit Trump plutôt qu'un de ces démocrates woke. Si vous regardez l'absurdité de la situation, que fait Trump? Nous sommes tellement dysfonctionnels que le gouvernement ne peut pas rester ouvert, mais lui parcourt le monde en disant aux gens quoi faire. Je ne comprends pas comment cela n'est pas le sujet de caricatures et de commentaires sans fin, mais personne ne le remarque. Je l'ai signalé, mais je n'ai vu personne d'autre en parler. Il parle comme s'il possédait le monde, mais le gouvernement ne fonctionne pas. Et il ne se rend même pas compte que les démocrates sont en train de lui donner le pouvoir sur le budget, ce qui signifie que nous n'avons plus besoin du Congrès. Il pourrait simplement dire « Ne revenez jamais, nous n'avons plus besoin de vous. Je prends toutes les décisions. Les tribunaux viennent de me dire que je prends toutes les décisions. Plus de sénateurs, plus de représentants,
Nous n'avons besoin d'aucun de vous. Vous n'avez plus aucune fonction. Les tribunaux me l'ont donné. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cela arrive toujours. Voyez-vous, toutes les démocraties échouent à cause des factions. Elles ne peuvent pas tenir ensemble. Aucune démocratie ne dure ni n'a jamais duré. Nos pères fondateurs le savaient et ils ont parlé du danger des factions. Thomas Jefferson a dit qu'au mieux, le système américain pourrait durer 200 ans. Eh bien, c'est fini. Une démocratie incapable de maintenir le gouvernement ouvert est dysfonctionnelle, et les juges l'ont maintenant reconnu. Les juges démocrates. Il s'agit d'un juge fédéral nommé par Obama qui veut donner à Trump le pouvoir budgétaire. Eh bien, si Trump l'a, alors le Congrès ne l'a pas. Si le président peut décider de la guerre sans le Congrès et du budget sans le Congrès, à quoi bon avoir un Congrès? Vous n'avez pas besoin du Congrès. Il n'a plus aucun rôle. Et le fait qu'il ne s'en rende pas compte est extraordinaire. Le pouvoir judiciaire fédéral lui a conféré la nomination de dictateur, et il ne l'acceptera pas. Eh bien, c'est là mon point principal. Oui. C'est là mon principal argument. Nous ne sommes même pas capables de gérer nos propres affaires. Comment diable pourrions-nous gérer celles des autres? Nous ne savons pas faire tourner notre propre boutique. Alors comment pourrions-nous courir partout en menaçant tout le monde? Et tous les Tomahawks que nous devions donner à l'Ukraine, il s'avère que nous n'en avons même pas à leur fournir. Nous n'en avons même pas assez pour nos propres besoins de défense. C'est donc hilarant. C'est vraiment une situation comique. Ça l'est vraiment. C'est une autre façon de voir les choses plutôt que d'en mesurer la gravité. Mais c'est aussi tout simplement drôle. Exactement, oui. Il faut bien rire. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always. Eh bien, merci Nima. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Envoie-moi l'URL. Je vais l'envoyer tout de suite. Oh Nima, est-ce que ce sera notre horaire habituel? À partir de maintenant, 10h30? Oui, exactement. Exactement. Ce serait une heure fixe, car le décalage horaire entre toi et moi est de 2 heures en ce moment. C'est pour ça que je l'ai changé. Alors ça s'est aggravé parce que nous avons quitté l'heure d'été? Oui, exactement. D'accord, très bien. Merci. Au revoir. Au revoir.